Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va faire un sacré, j'allais dire balade, parce que quand on dit Nikos, on pense à la Grèce, quand on dit Tipounov, on pense à la Russie. On va voir de quel côté on va se poser et de quel côté on va aller en... Alors le créole disait on part en changement d'air. C'est dans Cosmo Réunionnais. Koulsoum Lolibou, bonsoir. Bonsoir Jasmine. Alors, Nikos Tipounov, bonsoir. Bonsoir. On va tout de suite lever le voile. Nikos, c'est votre prénom. Oui, Et vous êtes grec. non. Voilà, c'est ce que je voulais être sûr. Non, pas du Non, tout. Nikos Tipounov, c'est Hein un anagramme de mon nom réel. Et votre nom réel, c'est Poustinikov, Ah ce oui. qui en russe pourrait se traduire par des déserts ou l'ermite. Si on, Ah oui. D'accord. voilà. Ah bah oui. Non. Alors, vous avez travaillé dans la recherche nucléaire, vous avez travaillé dans le spatial, des essais en vol. Donc, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est ça qui vous emmène vers ces vaisseaux-planètes et vers tout ce futurisme que vous racontez? En grande partie, oui. Alors, j'ai travaillé dans la recherche. J'ai travaillé pour la recherche. J'ai Pour la travaillé recherche. Ah, pour d'accord. les essais en vol. J'ai travaillé pour le centre d'essai spatial. Mais je n'étais pas moi un chercheur, un oui. savant. Si, vous l'étiez. Vous l'êtes toujours. Il faut l'accepter. Et une chose, c'est vrai que quand on parle de ça, si notre nom n'est pas en haut de l'affiche, on est personne quelque part. On fait partie de la masse. Mais malgré tout, ce que vous avez vécu, pas beaucoup de monde a eu l'occasion de vibrer dans ce que vous avez vibré. C'est assez vrai. Donc, dans l'ordre, est-ce que c'est la saga des vaisseaux planètes avant Alors, ou on va Michel montrer son- le couvercle à la caméra qui est juste en face de vous, là, ici. Vous pouvez le montrer. Voilà. Voilà, donc, vaisseau planète 1. On va montrer le deuxième. Voilà. Vaisseau Donc planète, là, c'est Voilà. vaisseaux planètes et sur deux. 2 tomes. Voilà. Voilà. Alors, ce sont les 2 premiers tomes de toute une saga qui en comporte 4. Pour l'instant, le 3e est un petit peu en panne D'inspiration. comment dire, de mise au point. D'accord. D'accord. Il faut recorriger, il faut le retravailler un petit Il peu. faut encore. retravailler un petit peu parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. D'accord, Ce que pas j'ai aimé, suffisamment. c'est le titre Vaisseau planète. Oui. Euh, c'est de dire que c'est à partir d'un vaisseau qu'on va sur une planète. Non, c'est pour voyager dans l'espace. Bon, la plupart des gens estiment qu'il faut construire un gros machin comme un porte-avions, un truc comme ça. Et pour moi, il existe dans l'espace, autour de nous, tout un tas d'astéroïdes qui ont des formes et des dimensions très différentes les unes des autres. Et j'ai imaginé qu'on trouvait un astéroïde un peu particulier et qu'on le transformait pour en faire un vaisseau. D'accord. Et donc, c'est Sandrine qui trouve un message. L'histoire démarre avec Sandrine qui trouve un message et qui va aller s'inscrire pour faire partie de ces heureux élus pour participer à cette aventure. C'est ainsi que ça commence, c'est ça? Oui, alors le terme de élu me gêne beaucoup quand il s'agit de s'embarquer dans une aventure où on risque de... Enfin, Oui. dont on ne reviendra jamais Ouais. dès le départ. Donc c'est un peu inspiré de l'histoire des Pilgrim Fathers qui sont partis en Amérique et eux au moins ils avaient quelque chose à l'arrivée. Mais ils ne savaient pas Ils tous ne savaient vraiment. pas vraiment où ouais, ils mettaient les pieds. Là, c'est encore pire. On recrute des gens pour partir sans espoir de retour et fonder une nouvelle humanité complète. complètement. Alors, il y a aussi un autre petit exemple sur Terre, c'est le peuplement de la Nouvelle-Zélande par les Maoris.
a priori, d'après ce que l'on en connaît historiquement, il y a eu un bateau, un grand bateau, avec 74 personnes qui sont débarquées en Nouvelle-Zélande. Et ce sont les descendants de ces 74 personnes qui ont constitué la population maori qui existe encore actuellement. Oui. Donc, Et qui sont des petits dégénérés. et là, dans l'histoire, dans le tome 1, on trouve aussi, il y a beaucoup de parties avec cette quête de la planète habitable, de l'endroit habitable. C'est quand même, ils font un long chemin, il faut qu'ils apprennent à se connaître entre eux. C'est tout un processus de quête de soi et de quête d'où on va, du but. Oui, et de réussir à former une vraie équipe complète, un vrai équipage total qui puisse subsister pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Et ce thème de la colonisation, l'exode volontaire, d'où vous le sortez? C'est une curiosité qui vous anime? C'est l'histoire de l'humanité, Oui, simplement. un petit peu, oui. L'histoire de l'humanité, ils sont partis du centre de l'Afrique quelque part, et puis petit à petit, ils se sont répandus partout, et ils ont traversé les mers, ils ont tout fait. Et il situe plus ou moins cet exode il y a 120 000 ans à peu près. Si je crois. Les débuts. Ouais. Enfin, ils ont commencé à quitter l'Afrique à partir de ce moment-là. pour pour les Homo sapiens actuels. Oui. Il y a eu des départs avant, hein, puisque on trouve des On ancêtres. situe. Alors, liens. j'ai vu que Brunet situe le premier Homo horribilis, je crois, à 7,2 millions d'années. Ce fameux crâne Oui, de Toumaï. Toumaï, Aurorin. Aurorin, c'est plus Coppens. Oui, bon. Ouais. On voit que il remonte quand même assez loin. Les premiers homos, que ce soit, là je vais te dire de bêtises, mais avant d'arriver au Homo sapiens, il y en a eu quelques-uns quand même. Oui, un gros paquet. Ouais. Donc c'est une histoire qui se lit assez vite, assez fluide. On suit les aventures et comment ils vont essayer de former cette équipe jusqu'au bout, enfin le tome 2. Et ensuite, vous êtes venu avec un autre livre, Michel et son jardin d'Éden. Avant de t'arrêter, je voulais poser la question à notre invité, c'est le monde actuel est en train de voir s'il y a d'autres planètes où l'homme pourrait partir. Oui. J'allais dire, c'est un fantasme ou c'est une réalité pour vous? C'est une réalité pour moi. D'accord. Enfin, j'ai commencé à écrire cette histoire à un moment donné où on ne connaissait pas les planètes, les exoplanètes. D'accord. Et j'ai vu apparaître des exoplanètes avec comment ils s'appellent Qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Parce que tout le monde, on ne connaît pas ce que c'est qu'une exoplanète. Les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil. D'accord. Bon. Et au début, on pensait qu'il y en avait peut-être de temps en temps, et puis maintenant, on est en train de découvrir que presque toutes les étoiles en ont. Mais est-ce qu'elles ressemblent vraiment à la Terre ou pas? Ça, c'est un autre problème. Oui, il faudra les vérifier. Il faudra les vérifier, puis peut-être faire un gros tri. Oui. Le dernier gros événement en la matière, c'était cette planète qu'ils ont trouvée qui est tellement loin de la Terre que pour y arriver, ils vont avoir des problèmes. Mais ils ont trouvé quelque chose qui ressemble à une planète qui serait habitable pour l'homme. Vu d'ici, ça me paraît difficile de le déclarer. Ils l'ont dit, mais Oui, non, mais il faudrait mettre 500 ans pour le rejoindre. Donc,
ils auront du mal, ils mettront un peu de temps pour le revoir, quoi. Actuellement, on découvre des planètes dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière. D'accord. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, étant donné que bon, si on veut voyager en étant très optimiste, on va voyager entre, disons, 1/10 de la vitesse de la lumière, peut-être un peu plus rapidement, 2/10 ou 3/10, mais bon, il ne faut pas espérer aller beaucoup plus vite que ça. D'accord. C'est une question d'énergie, de durée. Donc, Oui. ne serait-ce que pour atteindre la première étoile la plus proche, c'est quelques dizaines d'années de voyage. Ouais. Donc la question reste en suspens. Oui. Alors, on va passer à l'autre livre, le troisième que vous avez emmené, Michel et son jardin d'Éden. Oui. Et donc, ce livre, c'est une autobiographie parce que vous Oui, parlez de Michel. C'est en fait une autobiographie. C'est mon histoire Romancé. un petit peu romancée parce qu'on ne peut pas. On ne va pas tout dire. C'est pas tellement qu'on ne peut pas tout dire, c'est que il y a tellement de creux, de choses qu'on a oubliées ou qu'on a mélangées, etc., que dire c'est ma biographie, ça serait assez présomptueux. D'accord. D'accord. Donc, Mais c'est ce que j'ai ressenti. ouais. Donc Michel, ce petit garçon de 11 ans, il essaye de comprendre pourquoi tous ceux qui vivent autour de lui à 11 ans sont des menteurs ou des demi-mensonges. Quand sa maman meurt, c'est ça, l'effet qui déclenche et qu'on ne lui dit pas. Oui, en fait, depuis, là c'est de 7 ans à 11 ans, Oui. de 7 ans à 11 ans, il se rend compte qu'on lui raconte des tas de choses qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il vit lui. Et c'est très gênant. Effectivement, il apprend la mort de sa mère. Non, les conséquences de la mort de Oui, sa les mère conséquences, pardon. par l'intermédiaire d'un gamin. Oui, qui le lui jette Bon. cela dans la figure tout d'un Voilà. coup. Et il n'est pas du tout préparé à ça. Hein, même si on lui a dit maman elle est morte, elle est au ciel, elle est au ciel, elle est à côté quoi. Elle va revenir, oui. Il pense même qu'elle va revenir, puisque sa marraine lui dit... Voilà. Bon, donc, cette incompréhension de l'enfant devant le message toujours plus ou moins volé, toujours plus ou moins édulcoré qu'utilisent les adultes. Alors, il y a ceux qui sont gentils, donc qui édulcorent gentiment le message, et puis il y a ceux qui n'ont rien à foutre, et paf. La question, tu la poseras plus tard. En attendant, mange ta soupe. Bah oui, parce que c'est vrai que l'éducation là-dessus a évolué, mais cette histoire d'annoncer à un petit, donc 7, 11 ans, l'absence ou le décès d'un parent, ça reste quand même posé et c'est pas quelque chose de facile. On ne sait pas comment... on se pose toujours la question, comment vais-je Je vais généraliser ça dire. sur l'ensemble. On est toujours face au même dilemme, c'est comment dire la vérité, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, comment dire la vérité à la personne, sachant que ça peut faire mal. C'est pas grave que ça fasse mal. Bah, pour la personne qui Oui. a... Quand qui on a vous dit la vérité, Oui. quand un enfant qui apprend qu'il a un cancer, il vaut mieux qu'il sache qu'il a un cancer et qu'il va se battre. Oui, je suis d'accord. Monsieur. Si on lui dit « Ah mais non, c'est rien du tout, mais, tu vas quand même aller à l'hôpital, puis on va te faire des tas de trucs. » Mais c'est rien du tout. Hein. Mais lui, il voit que toute sa vie change. Voilà. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le gros problème. Ouais. Il vaut mieux dire les choses Justement, simplement. certains n'ont pas les mots, n'ont pas la subtilité, n'ont pas, j'allais dire, les outils pour annoncer cette information. Oui. Et ils vont aller se cacher derrière
des outils qu'ils vont inventer, ils pensent qu'ils font du bien à l'enfant, qu'ils protègent l'enfant. Oui. C'est que, en général, les subtilités dans ces cas-là, c'est vraiment quelque chose qui ne correspond à rien. D'accord. Et maintenant que vous êtes père et grand-père, cette vérité, comment vous l'apprenez, comment vous le retransmettez dans le quotidien à vos petits-enfants, par exemple? Comment est-ce que vous leur expliquez les choses de la vie sans mentir, le Père Noël, par exemple, ou les autres choses Bon, j'ai joué au Père Noël pour les enfants, mais en leur disant bien que c'était un jeu, que le Père Noël, lui, n'existait pas, qu'on leur faisait des cadeaux et qu'on jouait au Père Noël pour agrémenter la présentation des cadeaux. les cadeaux? Mais c'est pas besoin d'avoir un bonhomme Noël qu'on voit dans tous les magasins pour faire la pub des cadeaux. Bon, Oui. essayons de dire les choses aussi clairement que possible, comment dire, sans aller au-delà de ce que l'enfant veut entendre. Dire par exemple à un enfant que sa mère est partie au ciel, c'est pas quelque chose que vous auriez fait. Non. D'accord. Mais à vous, on vous l'a dit? Ah, bon, on m'a dit, elle est au ciel, ta mère. Oui. D'accord. Non, ta maman elle est au ciel. Elle t'a dit de faire une prière, elle est au ciel. Ça signifie quoi? Ouais. Et après, l'enfant, quand il est face à ce tombeau, qui, comme il dit dans le roman, sans porte d'entrée ni de sortie, évidemment qu'il se pose des questions, même peut-être plus terribles que si on lui avait expliqué. Il faut dire que à l'époque de mon enfance, je vivais dans un cadre où être orphelin, c'était une des tares les plus graves. Lourd à porter. Oui. Et dès que faisait une grosse bêtise, allez, tu vas aller à l'orphelinat. Donc, apprendre que sa mère, elle est morte et qu'on ne la reverra plus jamais, ça veut dire que tu es un orphelin, tu es moins que rien. Qu'est-ce que tu fais là? Chut, dégage. C'est ça qui est terrible pour l'enfant. Enfin, moi qui me tombait dessus comme Oui, un qu'on a trac, compris, quoi. Bon. bien sûr. Après, derrière, chacun se dépatouille comme il peut. Alors, moi, j'ai eu cet inconvénient, c'est que, à la mort de ma mère, la famille a été dispersée. Bon, moi, j'étais mis dans mon jardin d'Éden, j'étais bien et tout. Et là, boum, ce coup de matraque, c'est me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Dégage. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, on se reconstruit, forcément. Un moment, plus ou moins, mais on se reconstruit pour pouvoir continuer. Il faut continuer. On continue à vivre, oui. On continue à vivre avec tous les biais, ceci, de cela, parce que... Et l'écriture, là-dedans, arrive après? C'est l'écriture qui vous permettra après de vous reconstruire, ou l'écriture arrive bien après tout ce... L'écriture, elle arrive maintenant. Ah, d'accord. Tardivement. Tardivement. Je ne pense pas qu'il faut dire tardivement. Je pense que c'est l'auteur qui va décider à quel moment il a besoin de le faire. Comment dire? J'aurais peut-être dû écrire des choses beaucoup plus tôt. D'accord. Mais je n'étais pas prêt. Oui, ben c'est ce qu'il dit, Gismé. Attendre le moment d'être prêt pour pouvoir le faire. Oui, et puis avoir une certaine sérénité par rapport à... Un détachement, une ce qu'on a distanciation. vécu, etc. Essayer de comprendre les gens avec qui on était, et ce qu'ils ont fait. Parce Bien sûr. qu'autrement, on peut aussi faire du mélo, et puis... Oui. bon,
c'est tout à fait inintéressant. Mm. Les gens qui étaient autour de moi, ils n'étaient pas des méchants. Vous pensez que vous avez eu le temps de tout comprendre avant de commencer à écrire? Ouh, je suis pas du tout sûr d'avoir tout compris, hein. D'accord. Si j'étais sûr de quelque chose, je ne serais pas ici. Et après, là, vous êtes en train d'écrire autre chose? Parce que là, c'est des thèmes quand même différents, hein. Là, Oui. vous êtes sur des palettes différentes d'écriture. Oui, ben, effectivement, j'ai lancé un autre cycle de science-fiction aussi, mais pas du tout le même genre. Euh, Parce que j'aime bien les problèmes de société, les petits problèmes de société. Donc j'ai dans les tiroirs Cette relation qu'on trouve dans la saga entre les hommes et les femmes, comment est-ce qu'ils doivent se cohabiter. Donc vous revenez un peu là-dessus. alors, oui et non. Là, je donne le cas de gens qui sont enfermés Confinés presque, oui. confinés et qui doivent faire des choses qui sont quand même très complexes à faire et il faut avoir absolument confiance les uns dans les autres et qu'il n'y ait plus de problèmes sexistes ou autres. Hein, donc, on essaye de trouver des solutions. Dans mon nouveau cycle, Ce qui va arriver, oui. c'est plutôt comment les gens peuvent arriver à créer des petits îlots de paix autour d'eux pour pouvoir vivre pleinement, malgré tout ce qui se passe tout autour. Oui, Voilà. les petits bonheurs de la vie. Petit et grand bonheur de la vie et comment se défendre des agressions qu'il y a tout autour. Ah ouais, ça Alors, aussi. bon, j'ai pris une astuce autre, mais bon, là c'est C'est vrai que ça, c'est vraiment une belle posture. C'est-à-dire vraiment être prêt à vivre et à se défendre aussi. Parce que contre les choses qui arrivent. Et je pense que Michel et son jardin d'Éden, c'était aussi de créer ce monde dans lequel il se protégeait aussi de ce qui pouvait lui faire du mal, quoi. Oui, tout à fait. En tout cas, on va montrer ça je vais montrer à l'écran. Montrer à l'écran. Michel et son jardin d'Éden. Donc, une belle histoire que vous pourrez donc reprendre et lire donc de Nikos Tipounov. Merci, Michel. Merci donc à Nikos Tipounov pour ces 3 ouvrages. Merci à Koussoulou Libou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.